Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'Happy Hour. Et puis comme d'habitude, je suis accompagnée par Lucas et Romain. Comment est-ce que vous allez ? Ça va très bien, très bien. Et vous nous avez préparé quoi pour aujourd'hui ? Moi je vais parler de Messi, a.k.a. le meilleur joueur du monde. Ouais, on verra. Et toi ? Pas des choses très reluisantes, mais on va parler de Norman. D'accord, ok. Et toi Stéphane, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Et pour le plan culture ? Bah écoute, c'est ma dernière de l'année 2022, donc on va faire les choses bien. Ok, d'accord. Bon, on est tous tristes aujourd'hui pour Stéphane. Et puis comme d'habitude, Colline te présentera sa recette du moment avec un petit teaser du film Le Menu. Et puis Mélinra t'emmènera dans le squat le plus stylé de Paris. Donc on passe tout de suite au shot de la semaine. Bon, je pense que je ne vous apprends rien, mais le youtubeur Norman est en garde à vue, ou plutôt elle vient de se lever, suite à une affaire de viol et de corruption de mineurs. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui lui est reproché ? Alors l'affaire principale concerne bien entendu une mineure de 16 ans à l'époque des faits présumés. Il s'agit de Maggie Desmarais, une Canadienne. Norman aurait fait le nécessaire pour obtenir de la part de cette jeune femme des photos à caractère sexuel. Les enquêteurs ensuite dans cette affaire vont recevoir 5 autres demoiselles, dont 4 étaient mineures au moment des faits. Ça concerne des faits de harcèlement sexuel et de viol. Dès la révélation de ce placement en garde à vue, la principale source de revenus de Norman a annoncé vouloir renoncer sa collaboration avec lui. Il s'agit de Webedia. D'ailleurs, vous pouvez aller voir le TikTok de Mathilde sur notre page TikTok. Voilà. Oh, la promotion, quoi. Bref. Donc voilà. Là, c'était mon fil rouge de l'histoire, mais il y a aussi d'autres youtubeurs qui ont été un peu secoués par des événements similaires. Victor Bonnefoy, alias In The Panda, un youtubeur critique ciné, qui lui a été visé par de nombreux faits similaires sur Twitter, par des tweetos notamment, d'attouchements sur mineurs, mais à ce jour, il n'y a aucune plainte d'enregistrée. On peut parler aussi de Léo Grasset, alias Dirty Biology, accusé de violences psychologiques sexuelles et d'un comportement jugé problématique, notamment sur mineurs. Une plainte, cette fois-ci, a été déposée pour viol la semaine dernière. Alors, ma question, enfin plutôt une petite discussion. Pensez-vous que l'influence et le poids des youtubeurs, streamers, même des influenceurs, est un problème pour les mineurs ? Tout le monde me regarde, là. Vas-y, commence. Ok, super. Je pense qu'en soi, l'influence que les influenceurs peuvent avoir sur les mineurs, elle peut être aussi bien positive que négative, dans le sens où, à l'instar des célébrités type plateau télé ou quoi que ce soit, il y a une relation un peu plus intime quand même avec la communauté, on connaît davantage la personne dans son quotidien ou quoi que ce soit, et c'est peut-être ça qui peut devenir problématique, on ne sait pas trop où est la limite. Et puis il y a quand même ce côté, majoritairement ils sont regardés par des personnes qui sont plus jeunes qu'eux, donc qui sont plus influençables, qui se cherchent encore un peu. Et par exemple, In The Panda, le truc qui est un peu ressorti sur Twitter, c'était qu'en fait, il avait justement l'habitude d'aller fumer des clopes avec sa communauté en convention. Et donc, à partir de là, du coup, il y avait une petite relation privilégiée qui se crée avec les membres de sa communauté. Et après, du coup, quand tu te sens un peu spécial, il y a des fils à tirer pour les personnes qui sont mal intentionnées. Moi, je pense que c'est ça, en fait, qui est un peu problématique. C'est elle est où la limite entre t'es influenceur ou t'es juste un adulte qui devient pote avec des enfants, quoi. On peut rebondir sur ce que tu dis, Johan, d'où le fait que les youtubeurs doivent en réalité faire beaucoup plus attention à leur image que d'autres célébrités comme des artistes ou même des... Enfin, quand je dis artistes, j'inclus les chanteurs et les acteurs. En fait, du fait qu'ils ont cette relation un peu plus intime avec leur fanbase, les limites doivent être posées beaucoup plus vite. Parce que quand tu es un chanteur ou un acteur, les limites sont déjà posées parce que tu es quand même encadré par une certaine équipe. Maintenant, quand tu es youtubeur, tu es plus livré à toi-même. Et puis en général, les gens, quand ils vont s'attacher à toi, c'est plus... ils vont s'attacher à ta personne qu'à ce que tu produis. Bien que ce qu'ils peuvent produire, ça peut être bien, tu vois. Donc, ouais, puis il y a quand même ce côté, tu vois, les influenceurs, les youtubeurs, j'ai l'impression qu'on en voit un peu moins maintenant, mais par exemple, Norman à l'époque, je sais plus si lui il en faisait, mais il y avait plein de meet-up tout le temps, rencontres abonnés, des trucs comme ça, où là, pour le coup, t'es pas dans un cadre institutionnel. Après, il y a des youtubeurs comme par exemple Cyprien et Squeezie, on sent quand même qu'ils ont toujours essayé de garder cette barrière, même s'ils avaient toujours cette certaine proximité.
Mais comparé à Norman, ils avaient quand même cette barrière où ils se disaient je m'entends bien avec mes abonnés me donnent de la force, mais ça reste mes abonnés. Non, mais c'est ça, c'est que les youtubeurs, contrairement aux artistes, donc comme tu as dit, comme les chanteurs ou les acteurs, ils vont s'adresser directement à leur communauté et ils vont créer une sorte de relation amicale, tu vois. Genre ils vont se tutoyer, etc. Et forcément pour on va dire les youtubeurs mal intentionnés, ils vont rentrer plus facilement dans leur tête, tu vois. Et comme tout à l'heure, comme tu as dit, Johan, genre le youtubeur, quand il va aller parler à la jeune fille ou quoi, il va créer une relation avec elle et elle en fait elle va se dire qu'elle est comment dire dans une relation privilégiée et comme tu dis elle va pas vouloir sortir de ça et c'est comme ça que malheureusement et pour ceux qui sont mal intentionnés en fait quitte à faire des choses dont elles n'ont pas forcément envie pour garder ce côté j'ai une relation privilégiée et puis ça fait presque office de figure d'autorité au final. Surtout qu'en tant que youtubeur je pense que c'est un vice qui peut particulièrement nous toucher dans le sens où chanteur ou acteur c'est un métier que tu pratiques par talent. Maintenant, youtubeurs, sans vouloir dénigrer leur travail. Que les youtubeurs n'ont pas de talent. C'est pas. Non, c'est pas. Au contraire, je dénigre pas du tout leur travail, mais youtubeurs, c'est un métier que à peu près tout le monde peut faire. Donc c'est pour ça qu'on ressent toujours cette proximité beaucoup plus proche avec des youtubeurs qu'avec des chanteurs et des acteurs. Donc forcément, c'est quelque chose qui est plus à portée de tout le monde. Voilà. À portée de tout le monde. Voilà, qui est plus à portée de tout le monde. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi sur le point de tout le monde pourrait le faire, mais t'as moins ce cadre en fait, dans le sens où au départ ça reste un mec qui se filme dans sa chambre ou quelque chose comme ça, comme toi, comme moi, mais après lui il a décidé de faire autre chose avec ça, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'ils se sentent proches un peu, parce que ça peut être tout le monde, enfin, je sais pas, dans sa chambre, tu vois, et du coup, il y a moins cette distance qu'il y a eu avec la télé, du coup, avec les stars de YouTube, on se dit, ils parlent un peu plus comme moi, tu vois, genre... ce côté un peu les monsieur tout le monde, quoi. Ouais. Puis là, en l'occurrence, Norman, c'est des accusations de viol et de corruption de mineurs, donc là, c'est l'extrême, mais même à des degrés plus faibles, par exemple... il y a des gens qui créent des comptes fake de stars et qui vont arnaquer justement des personnes mineures parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'influence sur eux, quoi. Là, c'est détourné, du coup. Mais... Oui, mais du coup, ils utilisent quand même l'influence, comment on dit ? Fame. Exactement, voilà. Le cloud. Ça en devient très malsain. Surtout que ça commence à ressortir, et puis j'imagine qu'entre Dirty Biology, In The Panda et Norman, ça doit pas non plus être les seuls du YouTube game. Il y a eu une vague en plus il y a un certain temps, comme tu disais, il y a 4 ans, où justement il y avait toutes ces accusations qui sont sorties par rapport aux youtubeurs. Il y avait une grosse liste d'ailleurs. Il y avait Squeezie qui avait tweeté... c'est lui qui avait lancé il a lancé Norman. il y a 2 ans. Il y a un truc du style, il y en a qui profitent de leur... balance le hashtag balance ton youtubeur. YouTubeur, voilà. C'était ça partait de ça. Le fait que moi, je trouve qu'on ait mis 2 ans, ça me gêne pas, parce que Norman, ça fait 2 ans qu'il y a des doutes sur ces faits de harcèlement, de corruption de mineurs. Mais le fait que ça ait pris 2 ans, ça me choque pas. Par contre, je sais pas si ça peut vous choquer que ça soit... traîner devant la justice au bout de 2 ans, ça vous choque ou pas ? Je sais plus si c'est des faits qui remontent à quand les... il a 35 ans, ça. C'était à 30 ans, t'as dit ? C'était il y a 4 ans. C'était il y a 4-5 ans à peu près, ouais. C'était il y a 4-5 ans. Et c'est pareil pour In The Panda, ça date d'il y a au moins 4 ans, je crois. Mais lui, il n'y a pas d'enquête encore dessus, il me semble. Ou du moins, c'est pas encore devant la justice. Mais non, moi, ça me choque pas forcément, dans le sens où c'est normal qu'il y ait une enquête, que les témoignages y soient évalués pour éviter tout propos diffamatoire, et que là, j'imagine du coup que si aujourd'hui on en est là, c'est que ça a été prouvé. Et d'un côté, c'est cool que du coup, l'issue... On précise que ce soir, il n'est pas mis en examen, il n'y a toujours rien de décidé par le parquet de Paris, pas de communication de la part de Norman sur ce sujet. Mais, il n'a jamais communiqué, je crois. Pas spécialement, non. Non, il n'a jamais communiqué là-dessus. Ok. Bon, merci Romain pour toutes ces précisions, et puis on passe au plan culture. On fait un point sur la sortie ciné de cette semaine. Alors les studios d'animation DreamWorks font leur grand retour, et pour cette occasion un peu spéciale, ils ont décidé de ressusciter un personnage qui s'était absenté des salles obscures depuis un bon bout de temps. Et oui Johan, alors aujourd'hui on change de registre, donc
pas de reprise bidon parce qu'on est en galère de droits d'auteur. On va s'intéresser... J'ai vu ton petit rire. On va s'intéresser au 7e art et plus particulièrement à celui des plus petits qui nous concernait il n'y a pas si longtemps que ça, avec ce nouveau film de la filiale du grand Steven Spielberg. Et à votre avis, qui l'ont-ils décidé de faire revenir pour l'occasion? Si je vous dis un accent espagnol bien prononcé, une dégaine à la Zorro, et un ogre vert et un âne bavard comme potes, vous me répondez? Chapeauté. Waouh, quel enthousiasme. Dans tous les cas, bien joué l'équipe. Donc c'est le chapeauté, donc Puss in Boots en anglais ou Maître Niao Niao en lingala. Et oui, je suis un mec international qui fait son retour sur grand écran. Rappelez-vous, ce personnage avait fait son apparition pour la première fois dans le second volet de la saga Shrek en 2004. Je pense qu'on était tous bien jeunes à cette époque. Peu importe, c'était un succès critique et commercial au même titre que les autres films qui ont réussi à s'imposer comme des références dans le cinéma d'animation. Mais l'attachement du public à cette petite boule de poil était tellement fort que les studios ont décidé à lui donner une carrière solo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette décision, elle a donné vie à un premier film sorti en 2011 qui part de son passé avant sa rencontre avec Shrek et l'âne. Un pari gagnant puisqu'elle a été nominée aux Oscars et a généré énormément de recettes au box-office. Puis après ça, le félin a fui le grand écran pour le petit avec une série télévisée diffusée entre 2015 et 2018. Et du coup, si j'ai bien compris, ça va faire bientôt 11 ans qu'on l'a pas vu dans les salles de ciné. Comment t'expliques cette absence ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de la décennie précédente, les studios DreamWorks ont connu de nombreuses restructurations. Qui dit nombreuses restructurations, dit nombreux rachats par des monstres de l'industrie hollywoodienne comme la Fox ou Universal. Et c'est quelque chose qui a fortement remis en question la production des films. Et dites-vous qu'à l'origine, celle de ce nouvel opus intitulé La Dernière Quête a démarré en 2013 et qu'elle devait faire de lui un remake. Ok, et du coup, on attend quoi de cette dernière quête ? Donc de ce que montrent les trailers, un film dans la continuité du premier avec une animation retravaillée ou potée de son surnom, part en quête de la mythique étoile aveugle pour retrouver ses 8 vies perdues. Pour cette nouvelle aventure, on a encore une nouvelle fois le droit à un casting vocal 5 étoiles avec le retour d'Antonio Banderas dans le rôle principal et de Salma Hayek dans le rôle de son acolyte Kitty, patte de velours. C'est quoi ton histoire? Mon histoire. Qu'est-ce qu'on regarde? Les chats ont 9 vies. Regardez, regardez, regardez. Bonté, t'as mis le four trop fort, je crois. Je suis rendu à ma dernière vie. Oh non. Donc tous les ingrédients pour nous offrir le film de ces vacances de Noël. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. D'ailleurs, vous qui êtes à la maison, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Ce n'est plus un secret pour personne. Depuis plusieurs années, les films d'animation connaissent un déclin dans les salles obscures, ou du moins ne suscitent pas le même intérêt qu'à l'époque. Donc selon vous, avec le retour d'un personnage culte comme le chapeauté, est-ce que ce film peut relancer l'âge d'or du cinéma d'animation comme on l'a connu dans les années 2000 par exemple? Lucas, il continue à regarder Cars tous les 2 jours, du coup ça va. Hein. Non, mais en plus, je trouve pas que le chapeauté, c'est vraiment... Pour moi, personnellement, c'est pas un personnage qui m'a marqué. J'ai même pas vu le 1 d'ailleurs. Mais non, d'ailleurs, il sort aujourd'hui. Moi, perso, j'ai la première pub que j'ai vue, c'était peut-être il y a 5 jours. Je savais même pas qu'il allait sortir. Donc non, il a pas le poids que d'autres films pourraient avoir, comme par exemple Shrek ou les films, les grosses marques de DreamWorks, quoi. Puis il est quand même vachement dissocié de Shrek au final. Enfin, genre un très vague souvenir du chapeauté 1, mais il me semble pas qu'il y avait... Vu que c'était avant qu'il rencontre Shrek et l'âne, justement, il n'y avait pas ce raccord, et la plupart des gens étaient davantage attachés à l'univers de Shrek qu'au chapeauté en lui-même. Surtout qu'on l'a vu, même si ça a été un important succès, c'était pas non plus le succès qu'ont connu les films Shrek. Après, est-ce que c'est dû au personnage ou à l'histoire? Ça reste un mystère. Le chapeauté, c'était un très bon personnage secondaire, mais je me faire tout un film, enfin 2 du coup sur lui. Moi, je trouve ça un peu limite bancal, pour reprendre un peu tes arguments. Déjà, il était le premier s'est repris avant Shrek, donc bon, du mal à raccrocher le wagon. Mais pour un autre, là récemment, ce qui a été fait pour situer, par exemple Mercredi, qui est sorti sur Netflix, c'était dans la famille Adams. Enfin, c'est pas un film d'animation, ok, mais c'est un film assez léger. C'était un personnage pas forcément principal dans le film. Et là, on arrive à en faire un personnage principal parce que elle était quand même assez marquante dans le premier film et elle était omniprésente quand même, mais c'était pas le sujet principal du film. Alors que
le chapeauter, enfin, on a du mal comme j'ai dit, à raccrocher le wagon, quoi, parce que même si c'était un très bon personnage principal, tu pourras faire un truc d'abord sur l'âne, tu vois, et qui m'a plus marqué Shrek en personnage secondaire ou autre, tu vois. Moi, c'est pas forcément ça Je qui me trouve. choque, dans le sens où le chapeauté, ça reste un personnage qui est marquant. Tout le monde connaît le chapeauté. C'est pas un personnage que tu pourrais oublier, tu vois. Alors que Mercredi dans la famille Adams, enfin, je sais pas vraiment si on peut comparer, le chapeauté et Mercredi C'est dans vrai la que famille je suis Adams. parti un peu C'est loin, pas- pardon. C'est pas la mais, même époque. C'est pas pas la du même tout aura, le et même puis, truc, ouais. mais elle est ultra reconnaissable aussi. Bah, déjà, ouais, non, on Oui, va arrêter la comparaison, ça s'adresse pas au même public non plus. Voilà. Oh non, mais c'était léger. Enfin, c'est pas le même public, mais tu peux faire voir la famille Adams à des enfants. Enfin, non. Ouais. Et tu Oui. ferais Oui, voir bon, après, Mercredi sur Netflix à des enfants? Ouais, oh. Ah, je sais pas. Netflix. Je pense Ça que reste- si tu dois choisir entre faire regarder la famille Adams ou Shrek à tes enfants, Voilà, ouais. Oui. la question Sûrement. est vite, Ouais, mais ouais, c'est vrai. Ça dépend comment tu veux qu'ils tournent. Et puis Les là- enfants. Tu parlais de l'âge d'or, mais en plus, t'as parlé de Netflix, Romain. C'est vrai que nous, on est né au début des années 2000, donc forcément, il y a eu tous les Pixar, Disney, tu sais, genre Cars, Ratatouille, etc., qui sont nés pendant ces années-là. Ouais, Aujourd'hui, grosses les sagas, petits qui, du coup, ont notre âge, enfin, genre les 6-7 ans, etc., ils ont Netflix, donc ils ont des dessins animés comme ça, enfin des films d'animation qui sortent comme ça tous les 2 jours, donc forcément, c'est plus compliqué pour ça, quoi. Et puis pour ma part, après avoir regardé la bande-annonce de ce nouvel opus, on sent quand même que le film a cette volonté de s'incorporer dans les standards de cette époque. Et c'est pas pour dénigrer le génie des réalisateurs des films d'animation de cette époque, mais parce que d'ailleurs c'est l'époque qui veut ça. Mais en vrai, on sent que ils ont compris que le but c'était vraiment plus de faire des films pour le visuel et moins pour l'histoire, parce que moi c'est l'impression que j'ai, mais quand on regarde les films d'animation de cette époque, on a moins ce sentiment de vouloir s'intéresser à l'histoire. Alors que justement, quand il y avait cet âge d'or du cinéma d'animation, et d'ailleurs je pense que c'est ce qui a provoqué cet âge d'or du cinéma d'animation, hein, parce qu'on se souvient, il y a les grosses sagas, il y a eu les L'Âge de glace, les Kung Fu Panda, enfin les Madagascar. Il y avait quand même toujours ce petit truc dans le scénario où justement, il y avait ce côté intergénérationnel en fait. Bon, après, ça Où, reste voilà. des scénarios hyper simples, hein. Tu Ouais. vois, les 5 L'Âge de glace, c'est les mêmes, hein. Enfin, c'est j'adore, les mêmes, hein, mais c'est il y dans avait- l'histoire, Mais tu retrouvais quand même ce petit truc que toi, dans lequel toi-même tu pouvais te reconnaître, mais dans lequel même tes parents pouvaient se reconnaître. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on retrouve pas dans les films d'animation qu'il peut y avoir Je pense qu'aussi aujourd'hui. la différence, et ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on les attend moins maintenant ces films-là. Aussi. Parce que du coup, t'as Netflix, t'as Bien Prime, sûr. t'as Canal, où t'as des films d'animation qui sont tout le temps dessus. Alors que quand on était petit, t'avais le nouveau Disney, le nouveau Pixar. C'était C'était genre un The événement. Film en ce moment. T'avais toujours des petites séries et tout machin, mais des vrais films d'animation par des gros studios d'animation, ça arrivait un peu plus rarement. Alors que maintenant, c'est tu peux ça. en retrouver ailleurs. T'arrives, C'est t'as ça. 6 ans, tu vas au cinéma, c'est les premiers films que tu vois, donc forcément, ça te marque. Aujourd'hui, moins. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le streaming, il n'y avait pas toutes ces histoires. Et puis, je pense que c'est un truc que les studios ont compris, parce que quand on voit la promotion, enfin, la manière dont ils mettent en avant la promotion des films d'animation, elle est beaucoup moins importante que ce qu'elle faisait à l'époque. À l'époque, comme tu disais, Joanne, c'était vraiment un événement, il y avait vraiment un engouement autour. Là, l'engouement, il est petit. Bah, et puis ils misent plus forcément uniquement sur le cinéma. Enfin, on peut le voir, Disney+, ils ont sorti des films uniquement sur la plateforme Disney+. Et puis surtout que quand tu vas au cinéma aujourd'hui, généralement, ce qui prend de la place, c'est les Marvel, Ouais. c'est les gros blockbusters. Donc, bon, il y a toujours les films d'auteur qui seront présents et qui seront toujours présents parce que ça fait partie de l'histoire du cinéma. Mais je pense qu'ils ont compris. Moi, je pense Qui que sa prenait le place. devant. Enfin, je pense que les films d'animation, ils ont quand même leur place. Mais après, là, on parle Pour te répondre, On parle de en fait, des films d'animation pour les enfants aussi. Ouais. pour te répondre, DreamWorks, là, je pense pas qu'ils aient le poids nécessaire pour se faire une plateforme de streaming, là, par Non, rapport ouais. à Disney. Oui, ouais, Encore c'est vrai. avant, C'est vrai. ils sortaient des gros hits, quoi, des gros films, comme tu les as cités, Madagascar et autres. Mais là, je vois pas faire le poids, même à un faible abonnement, un faible De toute façon, prix, ils sont- pardon. tous les d'abonnement. DreamWorks sont sur Netflix. crois. Enfin, Ouais, la pas plupart, tous, mais c'est les vrai, trois oui, quarts. c'est vrai, la plupart. Et puis même, ils ont été rachetés, comme je le disais, il y a eu beaucoup de rachats autour de DreamWorks. D'abord, c'était aux mains de la Fox, ensuite c'était aux mains d'Universal. Donc en fait, et puis ça se ressent dans la production de leurs films, parce que même eux se sont perdus. Et au final, on l'a vu, mais sans vouloir dénigrer leur génie, hein, mais leurs films, la plupart de leurs films, enfin leurs derniers films en tout cas, ont été des flops. Parce qu'on n'en a pas entendu parler, même au niveau commercial, ça n'a pas rapporté énormément. Puis c'est peut-être plus. On n'est plus la cible non plus, hein. Faut Voilà se faire à aussi. l'idée. Je pense qu'aussi on a cette vision très ancrée dans les années 2000 où on était Ouais. encore des enfants, on avait des attentes hautes
que les enfants aujourd'hui, comme tu l'as dit, Lucas, avec toutes les plateformes de streaming, tout ça. Donc, Après, j'irais peut-être voir quand même Le Chapeauté au cinéma. À voir ce que ça donne. Ouais. Je sais pas si je repartirais en mode waouh, Ouais. c'est le film de l'année, mais peut-être je sais pour pas. un petit coup de nostalgie, mais en soi. Je pense que tu passes quand même un bon moment. Oui, ça- voilà, mais c'est pas. Il y aura c'est pas de ce qui grosses va attentes. marquer. En tout cas, merci Stéphane. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'autre chose que de Michael Jackson. Ça fait plaisir. Je me suis dit, c'est la dernière de l'année 2022. Et on passe de MJ au chapeauté. Voilà, c'est ça. Déjà, de 1, c'est pour te faire plaisir. Et de 2, je voulais un petit retour en enfance, tu sais, enfin quelque chose. Un sujet qui Évidemment. nous détend un peu. Et sur lequel on pourrait être d'accord aussi. On passe maintenant aux recettes d'Alphonse Dalle, incarné par Colline, donc qui va te présenter le film Le Menu avec Anya Taylor-Joy. On se retrouve cette semaine pour un one pot poivron, oignon, œuf et maïs. Tout ça en vous parlant du nouveau film de Marc Milot qui s'appelle Le Menu. Vous prenez votre oignon bien frais, bien neuf. Moi, je vais vous commencer à vous parler du film. L'histoire, c'est un jeune couple qui se paye un dîner ultra luxueux sur une île déserte, accompagné de invités très 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 riches. Vous allez retrouver ce groupe d'invités qui vont rencontrer l'équipe du restaurant ainsi que le mystérieux chef. La particularité du film, c'est que toutes les actions sont rythmées par les plats qui défilent. Il y a plusieurs péripéties pour le moins troublantes qui accompagnent chaque repas. Attention aux âmes sensibles, le menu risque d'être un petit peu gore. Contrairement au film, vous ne retrouvez pas un plat gastronomique avec moi, mais vous inquiétez pas, ça sera quand même bon. Bon, vu que c'est ma première et que j'ai un peu peur que ça soit sécos, on a rajouté des tomates concassées. Ce film, je le note 4 sur 5 sur Letterboxd. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne app! Alors, on passe au marathon. Est-ce que Lucas, tu peux nous faire un petit récap de la Coupe du Monde cette semaine ? Alors les Bleus se sont qualifiés dimanche dernier pour les quarts de finale de la compétition. Ils se sont imposés 3-1 face à la Pologne. Donc Giroud, auteur du premier but, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France devant Thierry Henry. Et Mbappé s'est chargé d'inscrire les 2 autres buts avant de voir l'écart se réduire par Lewandowski dans les dernières secondes du match avec un penalty. Toutes les 8e de finale ont été jouées. Hier, le Maroc s'est imposé au penalty face aux Espagnols. Et le Portugal a massacré la Suisse 6-1. Le programme des quarts de finale, vendredi, on a Croatie, Brésil, Pays-Bas, Argentine. Et samedi, on a Maroc-Portugal et le fameux Angleterre-France à 20h. Alors, j'ai entendu dire que tu allais nous parler du joueur que tu considères comme le meilleur au monde. Ouais, je vais vous parler de Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde et un des meilleurs de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un joueur du PSG, mais il a surtout marqué et changé l'histoire du FC Barcelone. Pour commencer, est-ce que vous connaissez cette serviette qui va normalement apparaître? Non. Voilà. Cette serviette-là. Étrange. Dessus, il est écrit le 14 décembre 2000 à Barcelone en présence de Monsieur Minguella, Horacio et Carles Rexach, secrétaire technique du FC Barcelone. Ce dernier s'engage sous sa responsabilité et malgré certaines opinions divergentes à recruter le joueur Lionel Messi si tant est qu'un accord financier soit trouvé. En fait, ce contrat a été réalisé 3 mois après l'arrivée de la famille Messi en Catalogne. 3 mois où Lionel faisait des détections et où la situation contractuelle n'évoluait pas car le club trouvait Messi trop petit et refusait de payer son traitement à base d'hormones car la situation du club était précaire. Mais le recruteur du Barça, Josep Maria Minguella, voyait en l'Argentin quelque chose de spécial et voulait absolument le faire venir au club. Donc en voyant Jorge Messi, père du prodige, s'impatienter et menacer de repartir, il décide de demander une serviette au restaurant dans lequel ils étaient afin d'écrire ce contrat en présence de l'agent Horacio Gaggioli et le secrétaire technique du Barça. L'histoire paraît belle, mais en fait, cette serviette n'a aucune valeur juridique à ce moment-là et permet à Josep Maria Minguella de temporiser avec la famille Messi, ce dernier n'étant que recruteur et donc pas en droit de signer quoi que ce soit au nom du club. Jorge Messi sera d'ailleurs offusqué par cette méthode et ira voir le responsable exécutif du club à l'époque pour lui faire part de sa colère. Finalement, Josep Maria Minguella continuera à temporiser en offrant de sa poche un contrat de $4000 et une maison à la famille Messi, ainsi que le paiement de son traitement. Et quelques mois plus tard, en mars 2001, Lionel Messi signe son premier vrai contrat au Barça et le reste de l'histoire, vous la connaissez évidemment.
Aujourd'hui, Messi, c'est une personnalité hyper suivie sur les réseaux. Beaucoup le considèrent comme un dieu, il est idolâtré, etc. Donc j'aimerais savoir, selon vous, si c'est dangereux de fanatiser, je ne sais pas si c'est vraiment l'expression, une personne, que ce soit pour la personne qui fanatise ou la personnalité. Ben oui, totalement. T'as déjà écouté la musique Stan de Eminem? Ouais. Bon, je vois de quoi tu veux parler. Non, mais en vrai, je pense que c'est toujours gratifiant pour une personnalité d'être admirée ou appréciée à ce niveau-là. Je pense que ça donne aussi du réconfort à la personne qui l'admire. Mais maintenant, il faut savoir se mettre des limites. Il ne faut pas non plus rentrer dans des extrêmes ou même dans certains vices. On l'a vu que parfois, ça peut avoir des conséquences très graves. Bah là, je te parle de la musique Stan de Eminem. Mais je te prends un autre exemple, je sais pas si tu te souviens, mais il y a une époque où les One Direction ont annoncé leur séparation, on s'est quand même retrouvé avec des personnes qui menaçaient de se suicider à cause de ça. Donc des personnes qui étaient prêtes à se mettre en danger pour d'autres personnes qui ne les connaissaient pas du tout. C'est... En fait, je pense que c'est ça qui fait le plus peur pour la personnalité. Bien c'est sûr. de savoir que, alors oui, comme tu es une personnalité publique, bah forcément, il y a des gens qui te regardent, qui t'aiment, etc. Mais le fait de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça, à dépasser la limite... Bah en fait, la personnalité peut culpabiliser, se dire ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix de vouloir suivre mon rêve, en quelque sorte, mais au risque de faire perdre la vie à certaines personnes. Et je trouve qu'en fait, c'est dommage, parce qu'en fait, on s'enferme dans un cercle vicieux, et au final... Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment de solution, parce que d'un côté, C'est ces ça. personnes-là, en soi... la personnalité, elle pourrait pas se dire tiens, je vais faire irruption dans leur vie pour les sauver, parce qu'en fait, ça fera qu'entraîner Bien sûr. d'autant plus de cassures. Et puis même, t'as plus de vie privée à ce terme-là. Ouais, Quand il y a des gens qui sont prêts à se suicider parce que t'as décidé d'arrêter une collaboration, Voilà, C'est juste chaud. pour se mettre du côté de l'artiste ou du sportif en question, de retrouver des fans tout le temps devant ton portail, à ton domicile, tout ça, enfin, c'est ultra épuisant, quoi. Jour et nuit, tu peux Bah, en même parfois avoir. chez toi, hein, Ouais, même chez regarde toi. Eminem qui s'est retrouvé avec un fan qui s'est carrément introduit dans sa chambre à 2h c'est du trop. matin. Non, C'est fou. ouais, non, c'est trop, c'est Ouais, trop. non. Mais même pour un selfie sur un terrain, les mecs qui traversent le terrain, je sais pas combien de fois pour Messi, pour Ronaldo, les mecs qui les agrippent par le cou comme ça pour avoir un selfie. Tu vois pas mal de photos où t'as Messi qui est comme ça, qui a peur, tu vois. puis après, souvent, en plus, ils sont critiqués. La réaction des célébrités dans ce genre de cas, parce qu'évidemment, t'es pas super accueillant, ça paraît normal en même temps. Enfin, on te... Non, Et on te encore- force et la encore- main. Donc, les sportifs veulent être sympas, mais au bout d'un moment, c'est. Moi, je trouve ça. Et encore, les sportifs, tu vois, les joueurs, ils sont sur le terrain. Forcément, ça fait peur quand il y a un boug qui arrive en courant vers toi, tu vois, mais ça reste sur le terrain. Quand ça vient chez toi, genre par exemple, je sais pas, t'as la même personne tous les jours, toutes les semaines qui est devant chez toi, forcément, au bout d'un moment, tu t'as l'invites. peur, quoi. Et puis, Il y a des gens qui pourraient le faire, mais non. et puis maintenant, avec les réseaux sociaux qui sont présents dans nos vies, c'est là où les stars doivent faire encore plus attention. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, il y avait Tom Holland justement qui avait quitté les réseaux sociaux parce qu'il trouvait que ça devenait trop envahissant et il ne supportait pas justement ce qu'on disait sur lui. Il a pas donné de détails, mais va savoir ce qu'il a peut-être reçu en privé ou quoi. Ça se trouve le gars a reçu des choses juste horribles alors qu'il a juste envie de vivre de son métier et suivre son rêve. Et je trouve que c'est dommage parce qu'au final, tu dégoûtes certaines personnes de vivre tu dégoûtes certaines personnes de leur métier alors que c'est le métier dont elles ont toujours rêvé. Et puis même toi, en fait, tu te mets des idées en mode ouais, mais c'est une personne ingrate et tout, alors que non, en fait, il faut savoir rester à sa place à un moment donné. Après, c'est- Justin Bieber aussi, hein, il a subi pas mal. Ça, Ah il ouais, avait ouais. supprimé, il avait désactivé Le pauvre. Insta, tout ça. Et tu le voyais un peu calmer une fan, je crois, je sais plus à quel événement, qui réclamait une photo. C'était même pas réclamer une photo, c'était Non, c'était chaud. fais-moi un câlin, fais-moi un Après, Justin Bieber, il y câlin. a eu plein de scandales. Oui, une bon, il y a eu fan d'autres aussi qui a dit scandales, qu'elle était mais- enceinte de lui, il y a Non, eu des tests mais de paternité à l'époque. Enfin, c'était... Non, mais faut savoir se doser en fait. Il avait c'est même tout. fait un son Savoir sur se elle. doser. Maria. Ah ouais? Ouais, vous Ok. l'écouterez. Bon, bah, Mais reste- même il y a quelques semaines, il y a eu un scandale un peu semblable avec Mastu. Je sais pas si vous l'avez vu tourner sur TikTok. Non. Bah, c'est. ça me dit quelque chose. Ouais, en gros, c'est une fan qui l'a vu dans la rue. Il était avec sa copine. Et donc, elle a couru en fait pour lui demander une oui, photo. j'ai vu. Et donc, elle l'a grippé. Et en gros, il y a du coup la copine de Mastu qui lui a dit bah, tu pourrais dire bonjour déjà. Et donc, bon, bah évidemment, c'est pas super accueillant. En même temps, tu marches dans la rue avec ton copain tranquillement. Il y a quelqu'un qui te chope comme ça paraît normal. Et vu qu'elle a filmé tout, bah, la fan, elle l'a mis sur les réseaux.
Et derrière, du coup, la copine de Mathieu, elle s'est pris une vague de haine. Après, la personne qui a fait ça, elle est plus mal éduquée que fanatique, tu vois. Bah, oui, c'est ça. Ouais, mais en fait, ça rejoint un peu ce côté. C'est pas forcément une question de fanatisme, c'est une question de. Puisque ces gens-là, ils font partie de ton quotidien, t'as l'impression de les connaître, tu te sens aussi permise de tout. Alors qu'ils ont vois. leur vie, en voilà, fait. ils ont ont leur leur vie. vie, du coup. Tu ferais pas ça avec le ministre des Transports qui se balade dans la rue, tu vois. Enfin, Ouais. je sais pas. Mais bien sûr, ils ont leur vie et puis faut que certains se mettent en tête, c'est que au final, ça reste des humains comme tout le monde, même si ces personnalités font des choses incroyables, il faut respecter aussi leur cercle social, leur cercle privé, mais Puis leur laisser le droit à l'intimité, voilà, quoi, tout aussi. simplement. C'est pas parce que ces personnes nous montrent des choses, font des choses que c'est forcément notre pote ou quelqu'un de notre famille en fait. Faut savoir trouver la barrière entre enfin tout ça en fait. Mais t'as de nombreux artistes qui renoncent d'ailleurs à cet aspect-là de leur vie privée. Une fois qu'ils sont dans la rue, pour eux, ils appartiennent au public. Tu vois. Enfin, il y a de nombreux, je sais que j'ai entendu de nombreux artistes faire des déclarations un peu comme celle-ci, tu vois. Et c'est bizarre de se dire, je renonce un peu à, tant que je suis célèbre et tout, à un peu je sais pas, d'aller faire ses courses tranquillement, Ouais. tu vois, C'est ce que bizarre, disait tu vois. Kylian Mbappé aussi, Ouais. que le Lui, fait il d'avoir avait assumé un peu. le fait d'être devenu une star du foot international aussi jeune, bah quelque part ça lui a volé son adolescence parce que du coup il pouvait plus sortir avec ses potes, même ne serait-ce qu'aller dans un cinéma, c'était compliqué pour lui. En même temps, la Enfin, célébrité, voilà, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Ouais, clairement. en soi. Non, mais c'est vrai que Et ça, un choix quand- de vie aussi. Quand tu prends du recul sur ça. Un choix, il y en a, ça leur tombe dessus ouais. aussi comme ça. Hein. Enfin, C'est vrai que quand tu prends du recul sur ça, c'est vrai que tu te dis, parce que nous, les sportifs, les stars, on les voit à la télé, et tu te dis, c'est pas des gens comme nous, mais tu dis, ils font quand même des gens comme nous, tu vois. Et tu te dis, comment ces gens-là peuvent sortir sans, genre, Mbappé parce qu'à la limite, il y a des entre guillemets, il y a des joueurs de foot ou quoi, tu les reconnais pas forcément, ils sont pas hyper connus. Mbappé, tu le reconnais dans la rue. Donc il fait 3 mètres, il doit se faire reconnaître. Je sais pas comment ça se passe, des trucs comme ça, mais ça doit être. bah, j'imagine qu'il est tout le temps protégé déjà. Oui, déjà. Ah bah déjà c'est sûr qu'il va pas sortir comme ça dans la rue avec son petit baggy. Il sera bien accompagné, ça c'est sûr. Bah, merci beaucoup Lucas. Alors après les bières pas chères de la semaine dernière, il est temps de se cultiver un petit peu et c'est Mélina qui te partage ce bon plan. Ça, c'est le 59 Rivoli. Comme son nom l'indique subtilement, c'est bien au 59 rue de Rivoli dans le 1er arrondissement. Ce lieu, c'est un ex-squat d'artistes. Tu y entres totalement librement et surtout gratuitement. Pas 1 euro de dépensé et tu as accès à 30 ateliers d'artistes sur 6 étages. La totalité du bâtiment est peint, coloré, tagué, enfin bref, totalement approprié par les artistes. À chaque étage, tu as une exposition. C'est un excellent moyen de découvrir plein de formes d'art différentes, plein de petits artistes avec beaucoup de talent. En plus de ça, c'est assez impressionnant de trouver ce genre de bâtiment au beau milieu d'un quartier typique parisien. C'est ouvert du mardi au dimanche de 13h à 20h, alors cours-y vite! Bah, j'ai super hâte d'aller au 59 rue Rivoli. C'est déjà la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Bon bah écoutez, à la semaine prochaine les gars, puis à la semaine prochaine à vous aussi. Puis d'ici là, n'oubliez pas de boire un verre d'eau entre chaque bière.